something for you, Mr. Bond? Just a drink. A martini, shaken, not stirred. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Vodka Martini, notre format consacré à la saga James Bond. On continue de préparer le terrain avant la sortie de No Time to Die, 25e film de la célèbre franchise, et on revient cette semaine sur un épisode emblématique de la période Roger Moore, à savoir L'espion qui m'aimait. Et pour en parler, je reçois Florian Pouplin. Salut Florian. Salut Thibaut. Alors Florian, autant le dire tout de suite. Tu ris direct. Oui, non, tu m'accueilles avec un salut absolument formidable. Autant le dire tout de suite, avec toi on a tenté quelque chose d'un peu particulier, puisque je crois qu'à la base tu n'es pas très fan de la saga James Bond, je me trompe? Non, pas très. En fait, je suis pas très... Plus par ignorance que parce que j'aime pas trop, mais disons que le peu de films que j'ai vus m'ont pas forcément poussé à aller plus loin. J'ai dû voir 2-3 films avec Craig et pareil 2-3 avec Brosnan quand j'étais ado, donc autant te dire que je me rappelle pas du tout. Et un ou deux Sean Connery qui eux m'avaient déjà fait meilleur effet, mais c'est normal. Aussi il y a genre 20 films, voilà. Oui, alors c'est un gros morceau, effectivement. C'est un gros morceau, voilà. Enfin, dans tous les cas, tu es plutôt de bonne volonté, puisque quand je t'ai parlé du projet et que je t'ai proposé de participer à un Vodka Martini, tu m'as dit, pourquoi pas, attribue-moi un film et je le regarderai, donc merci à toi, puisque j'ai pris un très gros risque. En effet, je t'ai confié un Roger Moore, qui est la période la plus longue de la saga, puisque cet acteur a quand même fait 7 films, donc c'est lui qui détient le record de longévité, et c'est aussi, selon moi, la période la plus compliquée, puisque c'est à partir de ces films à lui que la saga devient vraiment racoleuse par moments. Elle suit la mode du moment, les genres cinématographiques qui marchent, on va un peu les singer et on vire même dans la parodie pour certains épisodes. Donc c'est pas forcément à ce moment-là que la saga est la plus facile d'accès, mais je me suis dit, allons-y avec L'espion qui m'aimait, qui est selon moi l'épisode le moins cynique et le moins grotesque des Roger Moore. Et j'imaginais que ça pouvait marcher avec toi. Alors tu nous diras si c'est le cas ou non, si ça t'a enfin convaincu d'apprécier cette franchise, suspense. Mais avant ça, on peut peut-être commencer par reposer les bases de ce film qui est le 10e de la franchise. Donc oui, le 10e de la franchise est un des épisodes les plus compliqués à produire. Il a fallu en effet 3 ans entre la sortie de L'Homme au pistolet d'or en 74 et la sortie de celui-ci en 77. La première chose assez grave, entre guillemets, qui va arriver, c'est que Harry Saltzman, donc, qui avec Broccoli est un des 2 créateurs, producteurs de cette franchise, va devoir revendre ses parts et donc quitter le navire. Il va devoir revendre ses parts tout simplement pour rembourser des dettes, puisqu'il était businessman avant tout. Il est embourbé dans des mauvais investissements et voilà, comme quoi on peut obligé de lâcher tous ses droits. Voilà, on ne peut pas toujours viser juste comme avec James Bond. Et donc il va quitter le navire et Broccoli va se retrouver seul à la barre pour produire ce 10e épisode. Première difficulté, après la première, c'est de trouver un réalisateur, de le sécuriser en tout cas. Et il va d'abord penser à Spielberg qui, fin 74, était en post-production des Dents de la Mer. Voilà, qui sortira en 75. Et qui va donc, comme on le sait, révolutionner Hollywood. Mais ça ne va pas fonctionner entre eux. Ensuite, Broccoli va se tourner vers Guy Hamilton, qui avait déjà réalisé plusieurs James Bond. Dont Goldfinger. Le fameux Goldfinger. Mais ça ne va pas marcher non plus, puisque Guy Hamilton va partir sur le projet de Superman, qui sera malheureusement pour lui repris ensuite par Richard Donner, comme on le sait tous. Et enfin, Broccoli va trouver Louis Gilbert, qui avait réalisé 5 ans auparavant You Only Live Twice, un des épisodes de James Bond les plus spectaculaires. Donc On ne vit que 2 fois en français. Voilà, encore avec Sean Connery à l'époque. Voilà. Et qui va donc accepter de réaliser ce 10e épisode avec Roger Moore cette fois-ci. Donc voilà, une chose de faite. Maintenant, Broccoli va s'attaquer au script. Et là, ça ne va pas non plus être une partie de plaisir, puisqu'en tout, il va y avoir plus de 10 relectures. Ça va passer par plusieurs scénaristes, être réécrit, être modifié, des passages complètement coupés. Enfin voilà, vous imaginez tout ce genre de choses. Heureusement, au bout d'un moment, ils arrivent à finalement avoir un truc final. Ce qu'il faut savoir, une des plus grosses difficultés de ce script, c'est que L'espion qui m'aimait est certes le titre du 9e livre de la saga littéraire écrite par Ian Fleming, mais que ce livre n'avait pas du tout fonctionné
parce que Ian Fleming avait tenté un pari littéraire qui était de raconter l'histoire du point de vue d'un personnage féminin secondaire. Je crois que c'est ça. C'était en fait, tout était raconté à la première personne, du point de vue d'une Voilà, femme qui assistait aux actions de James Bond. Donc ça tranchait complètement avec ce que Fleming avait fait jusqu'à maintenant. Et le public n'avait apparemment pas apprécié, puisque ça a été un four, en fait, au niveau des ventes, en tout cas. Et donc Fleming ne voulait pas réitérer ce four et avait donc interdit à la production de reprendre quoi que ce soit de la trame narrative de ce roman, à part le titre. Et donc c'était la première fois dans la franchise de James Bond que des scénaristes allaient devoir inventer de A à Z un scénario complet. Voilà. Mais finalement, ils ne sont pas allés chercher bien loin, puisque le script, au final, s'inspire beaucoup d'un film que tu viens de citer, qui est On ne vit que deux fois. Justement. Voilà, donc ça tombait bien qu'ils aient chopé aussi Louis Gilbert, puisqu'il allait refaire à peu près la même histoire. Que tu peux nous raconter, du coup. Oui, qui est une histoire assez simple, mes amis, qui consiste en 2 sous-marins nucléaires, donc discrets, puisqu'il ne faut pas qu'ils soient repérés, mais qui vont être volés par quelqu'un, donc il faut y aller quand même. Donc des sous-marins nucléaires qui ont des missiles nucléaires à l'intérieur, donc c'est pas rien. A priori, de quoi faire de gros dégâts. Il y en a un qui appartient à la Russie et l'autre au Royaume-Uni. Et donc là, les services secrets russes et le MI6 vont se rencontrer et décider de collaborer ensemble, puisque c'est leur intérêt commun de retrouver ces 2 sous-marins qui apparemment ont été volés par la même personne, en tout cas par la même organisation. Et donc James Bond va être associé à une agente russe qui s'appelle Anya Amazova, un nom de code XXX, attention. Et donc voilà, ils vont essayer de retrouver ces missiles et on va vite apprendre que c'est un grand méchant allemand, assez mégalomane. Voilà, un peu sur les bords, oui. Voilà, ouais, un peu seulement, qui aimerait donc détruire Moscou et New York et ensuite reconstruire l'Atlantide, donc sous l'eau. Rien que ça. Et d'ailleurs, à la base, je me permets d'ajouter cette précision, mais ce grand méchant devait être Blofeld, en fait, et l'ennemi principal devait être le Spectre. Mais le contrat avec Kevin McClory, dont on discutait dans l'épisode consacré à Opération Tonnerre, allez l'écouter si ce n'est pas fait, il arrive à la fin, en fait, au bout des 10 ans depuis Opération Tonnerre, puisque là, on est dans les années 70, et donc Kevin McClory a enfin le droit de produire un remake de ce roman, et il va commencer à bosser dessus en même temps que L'espion qui m'aimait est développé. Et donc il va aller rechercher finalement Sean Connery pour produire plusieurs années plus tard Jamais plus jamais. Et donc ce film-là va mettre quelques années à se faire et il va sortir au final bien après L'espion qui m'aimait, mais quand même pour concurrencer et envoyer une petite pique à McClory, Broccoli va quand même décider de faire un film qui se déroule sous l'eau pour un petit peu le tacler au passage, et évidemment pour surfer sur le succès des Dents de la Mer qui est sorti quelques années avant. Donc encore des problèmes de droit, de contrat et d'argent. Voilà, un classique. Ce qui m'amène à rajouter ce que j'avais oublié auparavant, que gros changement aussi, John Barry n'est plus à la barre de la musique. Voilà, le compositeur historique de la franchise. Voilà, il n'a pas pu revenir au Royaume-Uni pour des problèmes d'impôts. On n'en dira pas plus, mais qui laisse la main du coup pour ce 10e épisode à Marvin Hamlisch, qui proposera un score beaucoup plus disco, tout en se basant évidemment sur les thèmes habituels et en ajoutant un peu de morceaux classiques réputés. Voilà, mais ça aussi c'est un changement assez important pour ce nouvel épisode. Et alors au niveau des changements, enfin qui reconnectent un peu avec ce que la franchise était quelques années auparavant, on sent, enfin il y a vraiment avec ce film l'ambition de revenir à du grand spectacle. C'est d'ailleurs pour ça que Broccoli a commencé par se tourner vers Hollywood et étudier la possibilité de faire appel à Spielberg. C'est que il y a vraiment la volonté de revenir à un film d'action ambitieux, fun, avec des scènes spectaculaires, et ça on l'a dès le début, dès la scène pré-générique qui est déjà assez impressionnante. Je ne sais pas si tu partages mon avis. Oui, je partage ton humble avis. Cette scène assez folle de course à ski dans les Alpes, je crois, où à un moment, il y a une falaise et puis Bond va sauter de cette falaise dans le vide et son parachute va s'ouvrir. Et sur son parachute, il y a le drapeau de l'Angleterre, donc le Union Jack, qui aura fait un grand effet à l'époque. On imagine que pour les Britanniques, ça fait son petit effet. Exactement. Donc, il y a même une anecdote qui dit que tout le monde s'est levé dans la salle lors de la première royale et tout le monde applaudissait. Enfin, t'imagines un peu. On imagine bien la scène, oui. Voilà.
Donc oui, c'est un film assez spectaculaire au niveau action, au niveau décor surtout, et toutes les différentes ambiances, puisqu'on passe d'Égypte à la Suisse, à la pleine mer. Enfin voilà, on sent vraiment le tournage qui s'est passé à plusieurs endroits assez exotiques en plus. Et qui donne des grands frissons. Mais justement, une chose sur laquelle j'aimerais t'entendre, il y a ce pitch fantasque, effectivement, et ce divertissement assez décomplexé, mais contrairement à la majorité des films avec Roger Moore, je trouve que le scénario traite ça quand même avec un minimum de sérieux et avec la juste mesure de décalage. Je ne sais pas si toi, c'est justement quelque chose qui t'a convaincu ou pas. Alors, l'humour m'a convaincu, ça c'est sûr. C'est vrai qu'on retrouve ce personnage nonchalant, comme tu viens de dire, est un peu je m'en foutiste, un peu sur les bords, mais qui amène à des scènes assez drôles, comme par exemple vers la fin quand il tient en main une des têtes nucléaires et il doit la sortir sans que les bords se touchent, un truc comme ça. Voilà, qui est une grande scène de tension. Voilà, et il casse la tension en disant « Ah, mais c'est la première fois que je fais ça, mais il faut bien une première fois à tout. » J'étais là, ouais, mais quand même, c'est une bombe nucléaire, donc fais gaffe. Tu vois, c'est un peu dans le personnage de Roger Moore, qui est ce James Bond, justement assez décontracté, qui prend pas grand-chose au sérieux, mais dans l'action, je le trouve plus convaincant que dans les précédents. Alors, enfin, ça, je te crois parce que je n'ai pas mais... vu les précédents, mais en effet, il y a plusieurs scènes qui font le job, entre guillemets. Moi, en toute honnêteté, j'ai pas été soufflé par l'action. Après, c'est un film des années 70, mais j'ai trouvé ça des fois un peu plan-plan. Il y a beaucoup d'action, en tout cas, on sent la volonté de vouloir en foutre plein les mirettes. Mais comparé aux autres, je ne pourrais pas te dire s'il y a plus d'action ou pas. En tout cas, moi, c'est un des problèmes que j'ai eu, là je vais un peu critiquer, c'est que l'action, des fois, prend trop, et le personnage lui-même prennent un peu trop le pas sur le sérieux qu'aurait pu avoir ce scénario, parce qu'il y a quand même des enjeux assez graves quand même. Des fois, je trouve que ça gâche un peu le suspense. Le fait qu'il y a un côté un peu méta, que James Bond, on sent très bien qui c'est, qu'à la fin, c'est lui qui va tuer, qui va remporter sur le méchant. On sent que le film a conscience de ça. Et même si ça fonctionne par certains égards, notamment l'humour et puis certaines scènes d'action, je trouve que ça peut gâcher un peu le côté sérieux et suspense. Voilà. Par contre, par rapport justement à l'aspect sérieux, il y a aussi une chose que je trouve intéressante dans ce film-là, c'est la relation avec la James Bond Girl, et justement le personnage de la James Bond Girl du film. En effet, Anya Amazova est une agente, donc à la base, agente des services secrets, donc elle est d'emblée mise au même niveau hiérarchique, en tout cas. Voilà, c'est un des cas de James Bond Girl où c'est son égal, c'est pas Exactement. Juste une petiche. Et même dans ses agissements et dans son comportement, l'agent Triple X va être aussi maligne, aussi intelligente, voire plus courageuse aussi que lui. Et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Il y a cette scène où elle le séduit, justement, elle fait mine de tomber dans ses bras et de se faire conquérir par James Bond. Et en fait, c'est juste pour le doubler. Donc on voit exactement. Aussi que dans le jeu de la séduction aussi, elle est plus forte que lui, en fait. Il n'est pas tout seul, exactement. Ouais. Ensuite, donc, il y a un bon point de départ comme ça. Puis le film, quelques fois après... la retraite, entre guillemets, comme une James Bond girl un petit peu potiche. Il y a une scène dans une douche, notamment ça. Donc on sent encore que, comme vous en avez parlé avant dans les vodka martini précédents, qu'il y a encore un peu... il cherche encore un équilibre entre la femme forte et la femme dont on peut un peu rire. Voilà. On sent encore un peu ça, mais le personnage de Barbara Bach est vraiment... moi, je crois que c'est le personnage qui m'a le plus plu dans tout le film. Et en plus, il y a un enjeu émotionnel intéressant entre les deux, puisque lui-même a tué son amant, et donc elle promet de le flinguer en fait, à la fin de la mission. Et du coup, ça pose des bases assez intéressantes entre les deux. Après, je ne sais pas ce que tu penses de la résolution de cet enjeu-là. Mais... Non, la résolution est assez mauvaise selon moi, mais revient aussi à ce que le personnage de Roger Moore est, en tout cas. Parce que c'est genre, je vais te tuer parce que tu as tué l'homme dont j'étais amoureuse. Et puis Bond, il fait, oui, mais déshabillons-nous et puis on verra. Voilà, il débouchonne du champagne et puis c'est réglé finalement. C'est vrai donc que ça, c'est un petit peu dommage. Ce qui revient, mais il y a quand même une cohérence avec l'humour qu'il y avait eu avant. Mais disons que là, c'est quand même au prix d'un des gros trucs sur lequel tout le scénario tenait, en fait. Voilà.
Donc, je ne suis pas complètement convaincu par ce Oui, film. on commence à le Je pense comprendre. que Mais t'avais par contre, compris. il y a encore un personnage dont on n'a pas parlé et Oui, qui est qu'on peut important dans le film. C'est le personnage de l'autre méchant, puisqu'on l'a évoqué. Le grand méchant du film, c'est un mégalomane allemand qui aimerait bien vivre sous l'eau. Mais il a un homme de main qui est l'un des méchants les plus emblématiques de la franchise et qui est Requin. Requin, donc Jaws en anglais, sûrement une référence aux Dents de la Mer, qui est un personnage très musclé, très carré, très grand, qui a la particularité d'avoir une mâchoire en acier, rien que ça. Et en plus qu'elle soit en acier, d'avoir une force dans ses muscles, je ne sais pas comment c'est dedans, Assez mais surhumaine. assez oui. fou, puisqu'il arrive à casser des cadenas donc, avec ça, ou alors à tuer des requins, À mordre carrément. des requins, même, oui. Ce qui est assez fou et qui va donc devenir par la suite un personnage, un bras droit des gros méchants qui va revenir plusieurs Il fois. revient dans le prochain, dans Moonraker. Voilà. Et c'est vrai que c'est un personnage assez cool parce que visuellement et même, il a une carrure, il a une présence quand même s'il est un peu bêta des fois et qu'il se fait un peu avoir par Bond parce qu'évidemment il n'est pas super intelligent puisqu'il Ouais, est musclé. c'est vraiment le colosse patibulaire, un peu clownesque, mais qui constitue un antagoniste assez intéressant pour Bond. Exactement, et qui en plus, petite anecdote, est un méchant qui existe dans le livre. Ils ont juste modifié le nom. Et Fleming les a jamais ennuyés après pour avoir repris ça, alors qu'à la base, il leur avait interdit de prendre tout élément du scénario, du livre. Donc on est bien content qu'ils aient piqué cet élément-là, parce que ça fait vraiment un personnage emblématique de toute la franchise. Et finalement, on peut revenir à l'aspect fabrication, parce que alors, le scénario ne t'a pas entièrement convaincu, ça on l'a compris, mais en termes de fabrication, je trouve que sur ce film-là, il y a aussi un beau soin qui est apporté, il y a quand même de belles qualités techniques. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors oui, surtout au niveau des décors, j'ai trouvé, et de l'antre du méchant, notamment cette espèce d'araignée aquatique. cette On ne sait cité pas si c'est une sous-marine. araignée, mais c'est un bâtiment qui bouge avec des grandes pattes, qui est vraiment assez, et puis qui peut aller sous l'eau, comme un sous-marin, qui est assez impressionnant au niveau design, j'ai vraiment trouvé. Et bien entendu, le ventre du bateau du méchant, qui est donc qui s'ouvre et qui en fait est un hangar à sous-marin. C'est un méga pétrolier qui peut avaler les sous-marins. Énorme. Et le set a été construit à l'échelle 1 sur 1, donc en vrai. Et c'est assez impressionnant parce que c'est grand, et la piscine faisait, je sais plus, genre 5 millions de litres d'eau, un truc complètement. Donc ils complètement ont effectivement fou. construit entièrement un studio pour ce décor-là. Donc c'est assez faramineux, quoi. Assez faramineux. Et d'ailleurs, anecdote, Claude Renoir, le chef opérateur, qui était un peu vieux, avait du mal à éclairer tout ce décor tellement il était grand, et il avait la vue un peu troublée. Et un jour que Kubrick passait par là, c'est Kubrick qui a donc éclairé tout ce décor où se passe beaucoup de choses quand même. Parce que Donc en fait, Kubrick était un pote de Ken Adam, le décorateur. C'est et donc, juste. Il s'est dit pourquoi pas ramener le grand Stanley pour faire la lumière. Donc effectivement, on a tout le final qui a été éclairé par Kubrick. Et ça se ressent c'est quand beau. même. Oui, C'est beau. évidemment, c'est beau. Et Kubrick, qui d'ailleurs ne voulait pas être au générique, ou ne voulait même pas que ça se sache, mais bon, quelqu'un a du vent de la mèche, évidemment, puisqu'on le sait. Quoi qu'il en soit, c'est une anecdote assez cool. Et aussi, il y a un truc que j'ai trouvé très bien trouvé, c'est cette voiture, c'est la Lotus Esprit, qui est une voiture amphibie, donc qui va sur la terre comme sous la mer, qui à l'époque était une vraie voiture prototype, donc de la marque Lotus. Il en existait seulement 2, qui par la suite n'a pas été faite parce qu'elle coûtait beaucoup trop cher à construire, on imagine, évidemment. Mais qui dans le film a un rôle vraiment stylé. Il y a toute une scène où justement ils sont en voiture, il y a une course-poursuite et tout d'un coup on va sous l'eau. Voilà, et donc ils ne meurent pas. Ils ressortent même par une plage qui amène un des moments les plus comiques, un des plus comiques du film. Un petit clin d'œil aux dents de la mer. La Lotus Esprit, d'ailleurs, Elon Musk a racheté le modèle de tournage qui était le seul encore en existence et qui aimerait en faire d'autres. Mais bon, il est déjà assez occupé à genre 1000 trucs. On se réjouit qu'ils commercialisent tout ça, Voilà, qu'on puisse tous conduire sous l'eau. L'achètera. Voilà, du coup, avec tout ça, la grande question que tout le monde se pose, en tout cas que je me pose moi, c'est ce film-là, t'a-t-il convaincu, Florian ? Tout le monde se pose Mais cette question. La et j'en planète suis entière content. attend une réponse. Alors, non, disons que j'ai été un petit peu déçu parce que je m'attendais, ayant en tête encore ceux de Craig, qui sont très très sérieux, très très noirs, avec une action quand même assez intense.
Je m'attendais un peu bêtement à quelque chose du même acabit et ce n'est absolument pas le cas. Donc un peu déçu par le fait que l'humour et le côté un peu grandiloquent prennent le pas sur le sérieux et sur la tension qu'aurait pu avoir ce film. Mais je note quand même les très bons aspects, notamment de ce personnage de Anya Amazova, que j'ai vraiment trouvé bien, et de l'humour. Voilà. Donc peut-être que j'irai un peu plus loin dans cette Je pense que période de Roger Moore. Ça vaut le coup de creuser. Après, si celui-ci t'a pas convaincu, je suis pas sûr que les autres... Oui, mais du coup, je serais prévenu. Je pourrais les Voilà. voir en tant que série B. Et bien en tout cas, du coup, je pense que ceci conclut notre petite expérience sur L'espion qui m'aimait. Merci de t'être frotté à l'exercice et d'être venu nous en parler, Florian. Avec plaisir, Thibaut. J'espère que tu regrettes pas trop quand même d'avoir accepté le challenge. Je ne regrette jamais de venir au salon. C'est très Les bonnes bien, parce bières, que- les bons whisky. Allez, on sait accueillir. Mais en tout cas, je maintiens que tu aurais pu tomber sur bien pire niveau pantalonnade et dévoiement parodique de la franchise, puisque la semaine prochaine, on parlera de l'épisode de Roger Moore le plus pété du cerveau. Je veux bien sûr parler de Moonraker. Voilà, donc vous êtes prévenus, soyez prêts. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify et autres plateformes. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao!